Je vais vous résumer ce livre, Guide familial des remèdes naturels. Et on va parler ici de premiers soins quotidiens. On va regarder la table des matières. On va passer un petit peu de temps à parler comment utiliser ce guide, parce que l'on va voir qu'il y a une approche particulière à tout ce qui est proposé dans ce livre, avec des avertissements bien sûr. Et on est invité à une meilleure compréhension de notre fonctionnement. Et ça sera aussi l'occasion de faire nos expériences. Une première partie où l'on aborde les remèdes, différentes techniques, différents produits, et une deuxième partie où on va apporter des solutions potentielles aux maux quotidiens, dont voici la liste ici. Pour terminer par une petite trousse de voyage idéal. C'est une édition de mars 2023 de 120 pages. Ce livre a été écrit par Fabien Moine et Isor Lamoureux. Fabien Moine est naturopathe hygiéniste et Isor Lamoureux est médecin généraliste dans le sud de la France. Elle est aussi homéopathe uniciste. Alors voici cette première partie qui a toute son importance. On va parler de l'autodiagnostic et de l'automédication, car cela comporte des risques. Car dans tous les cas, cela ne dispense pas d'une consultation auprès d'un professionnel de santé, à plus forte raison s'il y a une véritable urgence. On va par contre apporter une boîte à outils pour éviter l'aggravation d'un symptôme en attendant de pouvoir consulter un médecin par exemple. En n'oubliant pas que les soins dits naturels peuvent aussi occasionner des effets secondaires indésirables. Et naturel ne signifie pas pleinement sain et sans danger. Bien évidemment, ce guide n'a pas vocation à être exhaustif. On passe maintenant à deux prérequis indispensables pour utiliser ce guide, à savoir la note des auteurs, puis nous verrons après comment utiliser ce guide. Donc pour les auteurs, cette note est essentielle. Certains lecteurs seront surpris de voir un médecin homéopathe et un hygiéniste mettre en avant un ouvrage de remède symptomatique. Cela semble en effet absolument antagoniste. Il n'y a aucune notion de remède dans l'hygiénisme, et l'homéopathie s'attache à traiter l'être dans sa totalité, de manière individualisée et non un symptôme local. Mais les deux auteurs ont en commun une approche de la santé holistique, où ils considèrent la personne dans sa globalité, avec ses multiples dimensions, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Et ils rappellent que c'est par notre approche générale, en interaction avec le monde, que notre corps connaît ses alternances entre bonne santé et maladie. Non, nous ne tombons pas malades, nous n'attrapons pas un germe. Il nous est proposé plutôt d'évaluer vers la pensée que le lit des maladies font partie de la vie du corps et témoignent d'un déséquilibre interne ou d'une réaction à l'environnement extérieur. Et nous aurons la loi de l'homéostasie qui va nous permettre de revenir à l'équilibre, une sorte d'auto-guérison perpétuelle. Maintenant, afin de maintenir ces conditions, nous sommes responsables d'harmoniser le terrain afin que les forces du corps ne soient pas débordées et que la maladie ne s'ancre pas trop profondément. Et nos leviers d'action seront l'hygiène de vie, aussi bien physique qu'émotionnelle et spirituelle, la connaissance et l'expérimentation. Alors voilà, ce guide invite à explorer ces trois leviers dans un contexte d'affection aiguë. On précise aussi qu'aucun des remèdes présentés, peut-être en dehors de l'argile, n'est vraiment naturel, car tous ont été travaillés par la main de l'homme. Et ici, naturel va plutôt être entendu comme une recherche du respect de l'écologie des remèdes et du corps. L'intention est de mieux respecter la physiologie et les processus d'autoréparation, alors que les médicaments de synthèse vont lutter contre. Il est important de rappeler que tout traitement visant à faire disparaître ou réduire un symptôme, aussi naturel soit-il, est allopathique. On entend parfois parler d'allopathie verte. Tout en nous est lié. Chaque épisode aigu devra ensuite être intégré dans ce que certains appellent le traitement de fond. Le traitement global conseillé par un thérapeute et visant à améliorer progressivement l'état de santé de l'être au global. Alors pourquoi un tel guide ainsi basé sur le remède et le symptôme ? En fait, c'est une porte d'entrée pour certaines situations du quotidien où une molécule de synthèse ne sera pas forcément la meilleure réponse. Mais surtout, ce guide se veut être une première étape sur le chemin de la santé. Une marche essentielle pour reprendre contact avec ce qui nous compose. La réactivité de notre corps, sa dynamique psychique et physique. En fait, ce sera une aventure faite de découvertes et d'expérimentation. Certains outils peuvent être utilisés de manière autonome, mais il sera toujours intéressant de partager avec un médecin, un thérapeute, une personne expérimentée. Créer un partenariat permettra d'acquérir plus de responsabilité et d'autonomie en affinant sa connaissance de soi
et des nombreux soins potentiels sans s'enfermer dans un dogmatisme. Alors comment utiliser ce guide ? Dans la première partie, vous trouverez les produits et dans la deuxième partie, un index des mots urgents les plus courants. Et on trouvera aussi des petits plus qui seront spécifiés par ce genre d'icônes, soit des astuces, soit des remèdes de grand-mère. Alors au passage, le côté remède de grand-mère qui peut être pris souvent de manière péjorative, voire les remèdes de bonne femme, comme indiqué ici, j'ai appris quelque chose. Les remèdes de bonne femme, F-A-M-E, en fait ça vient de bona fama, qui veut dire de bonne réputation. Des remèdes que le son passait de génération en génération. Dans tous les cas, plusieurs remèdes sont proposés avec différentes propositions qui sont compatibles, cumulables, mais pas forcément à utiliser toutes en parallèle bien sûr. On va préférer se concentrer sur une des 4 méthodes, toujours en accompagnant des mesures d'hygiène globale qui vont être décrites juste après. Et on choisira aussi en fonction de son aisance dans l'utilisation de telle ou telle technique, du temps dont on dispose, etc. Et dans les situations aiguës, on doit sentir les effets rapidement dans les 24 à 48 heures selon les mots traités. Donc nous voici dans la première partie, les remèdes. On va tout d'abord parler d'hygiène globale. Et on va se rendre compte ici que c'est un chapitre qui est quand même bien développé avant de passer directement aux solutions. On rappelle que le premier remède devrait être la prévention. Et les conseils qui suivent sont aussi bien pour accompagner des crises aiguës que pour des informations de prévention justement. Premièrement, alimentation, diète et jeûne. Que notre alimentation soit notre première médecine, et pas notre premier médicament d'ailleurs. En effet, certains aliments participent à déclencher ou aggraver des symptômes, parmi eux les produits laitiers pasteurisés à base de lait de vache, les aliments riches en gluten, les aliments transformés, le sucre industriel, etc. Tout ce bon monde va contribuer à générer des déchets dits colloïdaux, engendrant des symptômes tels que mucus, écoulement, viscosité, suintement cutané, etc. Cela pourra s'exprimer à travers de l'asthme, la constipation, des ballonnements, des colites, des bronchites, pneumonie, sinusite, etc. Cela pourra aussi favoriser des épisodes allergiques en encrassant la lymphe par exemple. Et une mise à la diète sous forme de repas composés uniquement de végétaux en quantité réduite peut permettre au corps d'économiser de l'énergie digestive pour faciliter les processus d'auto-guérison, quel que soit le symptôme. Et dans cette dynamique, on comprendra que le jeûne au bouillon par exemple, sur quelques repas pourra constituer le repos le plus total de la digestion, favorisant ainsi un rétablissement rapide. Ou dit autrement, si l'appétit se réduit, ne vous forcez pas. Puis deuxièmement, le repos. Dans la vision hygiéniste, le repos génère l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du métabolisme d'un point de vue global, tandis que l'alimentation est juste son carburant. Alors le repos sera le plus souvent essentiel dans une démarche de guérison face à des symptômes aigus. En troisième, nous avons la respiration, ce mécanisme automatique pour lequel on ne s'occupe pas beaucoup, qui pourtant, par des actions volontaires, pourra exercer une influence positive sur bon nombre de symptômes. Apaiser le stress par exemple, ou l'anxiété, stimuler son énergie et sa concentration, améliorer le sommeil, régulariser son transit en cas de constipation. Et là, ils vont nous citer des exercices, avec par exemple la cohérence cardiaque. Je renvoie à la fois à mon livre et à mon petit exercice de cohérence cardiaque. Et un autre exemple parmi tous les autres proposés, la respiration 4-7-8 pour les troubles du sommeil. On va inspirer sur 4 secondes, bloquer 7 secondes, expirer sur 8 secondes, etc. en boucle. Quatrièmement, vivre ses émotions. En vertu de l'unité corps-esprit, toutes les affections chroniques ou aiguës sont à la fois physiques et psychiques avec une participation émotionnelle et mentale. On est sur le sujet des émotions et on sait bien qu'il y a beaucoup de tentatives pour les gérer, les contrôler, les réguler. Or, une émotion a besoin d'être reconnue et vécue. Oui, on peut avoir peur et ça fait partie des choses qui nous ont sauvés. Oui, on peut être triste, etc., etc. Et là, il nous indique une pratique pour pouvoir mieux prendre en compte ces émotions, les noter et les laisser passer. C'est un exercice d'hygiène émotionnelle. Puis en cinquièmement, nous avons la relaxation et l'auto-hypnose. Se détendre, se relaxer et contacter son corps devrait être notre premier et principal recours en cas de maladie. Lorsqu'une affection débute, s'autoriser une pause va permettre de vivre cette expérience différemment, avec plus de lucidité, d'apaisement et de ressources, et d'éviter de s'installer dans une lutte contre le symptôme et un certain apitoiement. Donc là aussi, on nous propose une pratique pour pouvoir se relaxer. Après, nous avons l'activité physique.
Donc le repos est absolument nécessaire pour aider au retour à l'équilibre du corps. Et d'un autre côté, l'activité physique améliore l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau et aide à maintenir une bonne santé mentale. L'activité physique ne rime pas avec faire du sport, ou pas uniquement. Il s'agit plutôt de se mettre en mouvement. N'oublions jamais que la vie et la santé sont des équilibres dynamiques et non statiques. Alors l'activité physique pourra développer l'endurance, la résistance, la force, la vitesse, la souplesse, la coordination psychomotrice, et elle apaise aussi le mental et équilibre la psyché. En cas d'affection, l'activité physique peut être réduite par la douleur ou la fatigue, et il convient de respecter ça. Et lorsque c'est possible, un mouvement doux et favorisant la circulation des fluides et des énergies du corps sera bénéfique, que ce soit des étirements, du qigong, du yoga, une marche consciente, etc. Enfin, nous avons l'exposition aux écrans et aux ondes. De nombreuses études sont publiées depuis bien longtemps sur les méfaits des écrans et des ondes électromagnétiques artificielles. Les écrans peuvent causer des sécheresses oculaires, des fatigues visuelles, entraînant des maux de tête, ainsi qu'une perte d'attention ou de concentration. La lumière bleue émise par les écrans contribue à bloquer la production de mélatonine et favorise ainsi l'éveil et donc une difficulté d'endormissement le soir. Globalement, un écran maintient le cerveau en état d'excitation intellectuelle absolument défavorable à l'endormissement. Mais aussi, les ondes électromagnétiques, sous diverses formes, affectent notamment les systèmes nerveux et sanguins. Les champs électriques peuvent provoquer des réactions cutanées. Il nous revient donc de choisir, tant que possible, la raison, la modération et la prudence quant à l'utilisation de tous ces outils. Voilà, maintenant nous rentrons un peu plus dans les techniques, donc les produits, dans le chapitre désinfecter, nettoyer. Nous rentrons par exemple dans l'utilisation de l'eau de mer, avec ici les indications, rhume, sinusite, inflammation avec œdème, etc. L'eau oxygénée aussi, un peu oubliée, je me rappelle de ça quand j'étais gamin, mais ça a un peu disparu de nos pharmacies. Nous trouverons aussi des choses bien connues comme l'argile, où on cite ici les spécialistes de l'argile Raymond Dextrait et le docteur Jade Allègre. Je vous renvoie vers ma vidéo spécifique sur le livre sur l'argile. Au passage, je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps sur une entorse. Franchement, ça a vraiment fait le job. Et aussi sur une coupure où j'ai pu utiliser de l'argile fine en poudre pour à la fois bloquer les saignements et puis faire un peu ce petit bloc d'argile qui va rester jusqu'à la fin, jusqu'à la guérison complète. Et dans les classiques, nous avons aussi le bicarbonate de soude pour les maux de gorge, les odeurs digestives après un repas. Mais ça peut être moins connu pour les abcès ou douleurs dentaires. Là encore, quand il faut attendre un rendez-vous et qu'il est dans longtemps, toutes ces petites techniques indiquées dans ce guide pourront vraiment être utiles. Puis la deuxième partie sera sur les maux du quotidien, où on retrouve l'application de froid. L'idée est d'enlever la douleur. L'argile aussi, qui pourrait être appliquée en pâte, des huiles essentielles ou de l'homéopathie. Sur cet exemple, on voit bien qu'on peut appliquer plusieurs méthodes en même temps. Un autre exemple pour les conjonctivites, avec l'hydrolat de bleuet par exemple, bien connu, mais aussi, beaucoup moins connu, le lait maternel. Et on passe enfin à la trousse de voyage idéale. Ils vont nous proposer des produits polyvalents, et bien sûr la composition de notre trousse sera adaptée au type de voyage, à la destination, aux risques propres liés aux activités que l'on va pratiquer, à la période de l'année, etc. On va retrouver un conseil pour du petit matériel, des pansements, des compresses, sparadrap, paires de ciseaux, etc. C'est un peu classique. Ce dont on peut avoir régulièrement besoin, comme par exemple une bouillotte, c'est beaucoup moins classique mais c'est très utile. Ou alors un kit pour application chaude ou froide. Donc on pourra aussi emporter 50 g d'argile, certaines huiles essentielles, et des conseils particuliers pour la tourista, comme par exemple des extraits de pépins de pamplemousse, le charbon activé. Voilà, en postface, il nous rappelle une nouvelle fois qu'un épisode aigu doit être intégré dans l'histoire générale de la santé de la personne, même s'il a été soigné efficacement avec un remède naturel, car il est à la fois un témoin d'un dérèglement global à considérer et une empreinte dans la mémoire corporelle. Et donc une prise en charge de fond restera conseillée. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Il peut paraître paradoxal de proposer des traitements symptomatiques pour des phénomènes aigus, surtout quand on est dans une démarche holistique centrée sur le terrain de chacun. Mais nous avons bien noté tous les préalables posés par les deux auteurs. Cela représente 6-8 pages sur les 120. Et toutes les solutions proposées ici pourraient être bien utiles dans certaines situations où l'on ne peut pas faire autrement. Mais aussi, ce qui me semble le plus important, c'est peut-être le début d'une responsabilité accrue envers sa santé par des expériences et des observations plus intimes de nos guérisons
en intégrant le tout dans une hygiène de vie à améliorer. Ce petit guide sera bien pratique comme aide aux problèmes aigus pour lesquels on serait vraiment pressé. Voilà pour le résumé de ce livre.